Le soleil se levait sur Eziama, mais cette fois, ce n'était pas un lever de soleil ordinaire. 4 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où la pluie avait tout changé. Si vous avez manqué la partie 1 et le début de l'histoire de David, le lien est dans la description pour tout comprendre. Et ce matin-là, une découverte allait à nouveau briser le cœur de David Néna d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Une vieille malle poussiéreuse, cachée sous le lit de sa mère pendant des décennies, allait révéler un secret si douloureux qu'il remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, le pardon et la vérité. Ne passez pas à autre chose. Cette histoire vous montrera que parfois, les plus grandes trahisons viennent de ceux que nous aimons le plus. Et que le pardon n'est pas une faiblesse, mais la force la plus puissante qu'un cœur puisse porter. Regardez jusqu'à la fin. La fin vous fera comprendre que certaines douleurs ne guérissent que lorsqu'on les affronte. Commentez ci-dessous. J'aime ma mère et je choisis le pardon plutôt que la colère. D'où regardez-vous cette vidéo? Lagos, Accra, Johannesburg, New York, Londres, Toronto, Paris. Partagez votre emplacement afin que l'Armes du continent sache d'où vient votre cœur. Abonnez-vous à l'Arme du continent. Chaque histoire est une leçon. Chaque larme est un signal d'alarme. Le matin du 15 mars embrassait Eziama comme une bénédiction. Le soleil filtrait à travers les feuilles de palmier, projetant des ombres dorées sur la terre rouge. 4 ans s'étaient écoulés depuis que David était revenu de Lagos, le cœur brisé, mais l'âme purifiée. 4 ans pendant lesquels il avait reconstruit non seulement sa vie, mais celle de tout un village. Aujourd'hui était un jour spécial, l'inauguration de la Mama Nena School, l'école qui portait le nom de la femme qui avait transformé la pauvreté en espoir, le charbon en or, les larmes en triomphe. Des centaines de villageois s'étaient rassemblés sur la place. Les enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, agitaient de petits drapeaux verts et blancs. Les anciens, assis à l'ombre des arbres arca, hochaient la tête avec fierté. Les journalistes de Lagos étaient venus, mais cette fois, ils ne cherchaient pas le scandale, ils cherchaient l'espoir. David se tenait sur la petite estrade en bois, vêtu d'une chemise blanche simple et d'un pantalon noir. Plus de costumes luxueux, plus de cravates en soie. Son visage portait les marques du temps et de la sagesse, des rides fines autour de ses yeux qui racontaient des histoires de douleurs surmontées et de paix retrouvée. À ses côtés, Mama Nena était assise dans un fauteuil en osier, vêtue d'une robe Ankara aux motifs bleus et dorés. Ses cheveux argentés brillaient sous le soleil matinal. Ses mains, toujours marquées par les cicatrices du charbon, reposaient sur ses genoux, tremblantes mais sereines. « Maman », murmura David en se penchant vers elle, « tout ceci est pour toi. » Elle sourit, ses yeux brillants de larmes retenues. « Non, mon fils, c'est pour eux. » Elle désigna les enfants qui couraient autour de l'école, leur rire s'élevant comme une prière vers le ciel. « C'est pour tous ceux qui rêvent encore. » La cérémonie commença. Le chef du village prononça une bénédiction traditionnelle, versant de la libation sur le sol, invoquant les ancêtres à bénir cette terre. Puis ce fut au tour de David. Il s'approcha du microphone, regarda la foule et pendant un instant, le silence s'installa. Le seul bruit était le bruissement des feuilles dans le vent et le battement de son propre cœur. « Il y a 4 ans, commença-t-il, la voix calme mais puissante, j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. J'ai appris qu'on peut avoir tout l'or du monde, tous les gratte-ciel de Lagos, toutes les couvertures de magazines, et pourtant être le plus pauvre des hommes si l'on oublie d'où l'on vient. » La foule l'écoutait, captivée. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Ma mère m'a élevé dans une hutte dont le toit fuyait chaque fois qu'il pleuvait. Elle portait du charbon plus lourd qu'elle-même pour que je puisse aller à l'école. Elle dormait affamée pour que moi, je puisse manger. Et quand j'ai réussi, quand j'ai construit mon empire, j'ai failli commettre le plus grand péché qu'un fils puisse commettre. Sa voix se brisa légèrement. Il ferma les yeux, respirant profondément. J'ai failli laisser quelqu'un d'autre décider de la valeur de ma mère. J'ai failli laisser la gloire m'aveugler au point d'oublier que tout ce que je suis, je le dois à ses mains. Il prit la main tremblante de sa mère et la leva doucement. Ces mains qui ont porté le charbon, qui ont cousu mes vêtements, qui ont prié pour moi chaque nuit. Les larmes coulaient librement sur les visages de nombreux villageois. Les caméras capturaient chaque instant, mais cette fois, ce n'était pas pour le spectacle, c'était pour la vérité. Cette école, continua David, n'est pas un monument à ma réussite. C'est un monument à l'amour d'une mère. Et je fais aujourd'hui une promesse devant vous tous,
devant les ancêtres, devant Dieu lui-même. Il se tourna vers sa mère, s'agenouilla devant elle et prit ses 2 mains dans les siennes. « Maman, je promets que tant que je vivrai, aucune mère dans ce village, dans ce pays, ne sera jamais jetée sous la pluie. Aucun enfant ne sera privé d'éducation à cause de la pauvreté. Aucune famille ne connaîtra la faim si je peux l'empêcher. » Mama Nena toucha doucement le visage de son fils, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Mon fils, murmura-t-elle, tu as déjà accompli ce pourquoi j'ai prié toute ma vie. Tu es devenu un homme bon. » L'applaudissement éclata comme le tonnerre. Les enfants coururent envers l'estrade, entourant David et sa mère. Les anciens levèrent leurs bâtons de marche en signe de bénédiction. Et dans ce moment de joie pure, personne ne remarqua le vieil homme qui se tenait à l'arrière de la foule, appuyé sur une canne, les yeux fixés sur David avec un mélange de fierté et de regret si profond qu'il semblait porter le poids du monde entier. L'homme portait une chemise grise délavée et un pantalon brun usé. Son visage était creusé par le temps, ses cheveux presque entièrement blancs. Ses mains tremblaient en serrant sa canne. Quand David coupa le ruban rouge devant l'école, quand les enfants se précipitèrent à l'intérieur pour voir leur nouvelle salle de classe, quand les tambours commencèrent à battre et que la danse traditionnelle débuta, cet homme resta immobile, silencieux, comme une statue de remords. Puis, lentement, il se retourna et disparut dans la foule. Personne ne le remarqua. Personne, sauf Mama Nena. Ses yeux suivirent la silhouette qui s'éloignait, et pendant un bref instant, sa main serra si fort l'accoudoir de son fauteuil que ses jointures blanchirent. Son sourire vacilla, remplacé par une expression de douleur ancienne, profonde, jamais cicatrisée. « Maman, tu vas bien ?» demanda David, remarquant le changement dans son visage. Elle se tourna vers lui, le sourire revenant comme un masque soigneusement placé. « Oui, mon fils, je vais bien. Je suis juste submergé par la joie. » Mais dans ses yeux, David vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une ombre, un secret, une douleur si ancienne qu'elle s'était fossilisée dans son âme. « Maman, insista-t-il doucement, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle secoua la tête, caressant sa joue. « Rien, mon fils, rien du tout. Profitons de cette journée. Dieu nous a bénis. » Mais quelque chose avait changé. Et alors que la célébration se poursuivait, que les enfants chantaient et que le village dansait, David ne pouvait s'empêcher de sentir qu'une tempête approchait. Pas comme celle de Lagos, pas faite de pluie et de tonnerre, mais quelque chose de plus profond, de plus personnel, de plus douloureux. Cette nuit-là, après que tous les invités furent partis, après que les lumières se furent éteintes et que le village se fut endormi, David resta éveillé dans sa chambre. À travers la fenêtre, il regardait la lune se lever au-dessus des palmiers. Une brise fraîche portait l'odeur de la terre humide et des fleurs sauvages. Il pensait à sa mère, à l'expression dans ses yeux, au tremblement de sa main, au secret qu'elle portait comme un fardeau invisible. Et dans le silence de cette nuit paisible, David ne savait pas que dans moins de 24 heures, ce secret allait éclater comme un orage, changeant à jamais sa compréhension du pardon, de l'amour et du prix que les mères paient en silence pour protéger leurs enfants. La lune brillait, belle et froide, témoin silencieux des tempêtes à venir. Le lendemain matin se leva avec une douceur trompeuse. Le soleil filtrait à travers les rideaux de coton blanc, projetant des motifs délicats sur le sol en terre battue. David se réveilla au son familier du chant du coq et du bruissement des feuilles de palmier dans le vent. Il se leva, s'étira et sortit sur le porche. Sa mère était déjà debout, balayant la cour avec son vieux balai de branches. Elle fredonnait une mélodie ancienne, une chanson que les mères Igbo chantaient depuis des générations. « Maman, tu devrais te reposer, » dit David en s'approchant d'elle. « Je peux faire ça. » Elle sourit, mais son sourire ne touchait pas ses yeux. « Un vieux arbre ne se repose pas, mon fils. Il continue de pousser jusqu'à ce que Dieu décide autrement. » Il lui prit doucement le balai des mains. « Alors laisse-moi t'aider à pousser. » Elle rit doucement, tapotant sa joue. « Tu es un bon garçon, David, meilleur que je ne le mérite. Ne dis pas ça, maman. » Mais elle s'était déjà retournée, marchant lentement vers la cuisine. David la regarda partir, notant la façon dont ses épaules semblaient porter un poids invisible, la façon dont ses pas étaient plus lents qu'avant. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait dans ses os. L'après-midi, Mama Nena annonça qu'elle devait se rendre au marché pour acheter des provisions.
David proposa de l'accompagner, mais elle refusa gentiment. « Non, mon fils, tu as travaillé si dur hier. Repose-toi, lis tes livres, profite de la paix. » Après son départ, David se retrouva seul dans la petite maison. Il essaya de lire, mais les mots dansaient sur la page sans sens. Il essaya de travailler sur ses projets pour la fondation, mais sa concentration était fragmentée. Finalement, il décida de ranger la maison. Il commença par le salon, époussetant les étagères, réorganisant les vieilles photos. Puis, il passa à la chambre de sa mère. La pièce était simple et propre. Un lit étroit avec un matelas fin, une vieille armoire en bois, une petite table avec une lampe à huile et une Bible usée. Les murs étaient nus sauf pour une seule photo encadrée. David en uniforme scolaire, souriant timidement à la caméra, 7 ans à peine. Il époussetait sous le lit quand sa main heurta quelque chose de dur. Il se pencha et tira un objet lourd. C'était une vieille malle en bois, couverte de poussière et de toiles d'araignée. Un cadenas rouillé pendait sur le devant, mais il était ouvert. David hésita. C'était la vie privée de sa mère, ses affaires personnelles. Mais quelque chose dans son cœur le poussait à regarder. Un pressentiment, une intuition. Il ouvrit lentement la malle. Le bois grinça, révélant son contenu. À l'intérieur, il y avait des vêtements d'enfant soigneusement pliés, jaunes par le temps. Ses premiers vêtements. Une paire de minuscules sandales, un chapeau tricoté à la main. David sourit, touché par la façon dont sa mère avait préservé ses souvenirs. Mais en dessous, il trouva quelque chose d'autre. Une pile de lettres, attachée avec un ruban rouge délavé. Il prit la pile, ses mains tremblant légèrement. Les enveloppes étaient vieilles, les bords déchirés, l'encre fanée. Il dénoua le ruban et ouvrit la première lettre. L'écriture était masculine, ferme, mais tremblante par endroits. « Ma chère Néna, je sais que tu ne veux plus entendre parler de moi. Je sais que je t'ai fait une promesse et que je l'ai brisée. Mais s'il te plaît, laisse-moi au moins savoir comment va notre fils. Est-il en bonne santé? Sourit-il? Ressemble-t-il à moi ou à toi? Je pense à lui chaque jour. Je pense à toi chaque nuit. Lagos est froid sans vous. La richesse est vide sans amour. Ton chiquet. » David se figea. Son cœur s'arrêta. Les mots dansaient devant ses yeux. « Notre fils. Ton chique. » Il ouvrit rapidement une autre lettre. Puis une autre. Puis une autre. Chacune était écrite par le même homme. Chike Okonkwo, son père. L'homme que sa mère lui avait dit être mort quand il avait 2 ans. Mais ces lettres dataient d'années après cette prétendue mort. 10 ans de lettres, 20 ans, 30 ans. La dernière était datée d'il y a seulement 6 mois. Les mains de David tremblaient si fort qu'il dut poser les lettres. Son souffle était court, rapide. La pièce tournait autour de lui. Il lut lettre après lettre, chacune un coup de poignard dans son cœur. « Néna, j'ai commis une erreur. Je suis parti parce que j'étais lâche, parce que la pauvreté me faisait peur. Mais maintenant que j'ai de l'argent, je réalise que j'ai perdu la seule richesse qui comptait. Laisse-moi revenir, laisse-moi rencontrer notre fils. Néna, j'ai entendu dire que David est allé à l'université. Je suis si fier. S'il te plaît, dis-lui que son père pense à lui. Dis-lui que je regrette. Néna, j'ai une autre famille maintenant. Je sais que cela te fait mal. Mais David est toujours mon premier fils, mon sang. Laisse-moi au moins le voir une fois. Néna, je suis malade. Les médecins disent qu'il ne me reste peut-être pas beaucoup de temps. Je t'en supplie. Laisse-moi demander pardon à notre fils avant qu'il ne soit trop tard. » David laissa tomber les lettres. Elles s'éparpillèrent sur le sol comme des feuilles mortes. Il s'assit lourdement sur le lit, la tête entre les mains. Son père était vivant. Toute sa vie avait été un mensonge. La porte grinça. David leva les yeux. Maman Néna se tenait dans l'embrasure, un panier de légumes à la main. Quand elle vit les lettres éparpillées sur le sol, quand elle vit l'expression sur le visage de son fils, le panier tomba de ses mains. Les tomates roulèrent sur le sol. Les oignons se dispersèrent. « David » murmura-t-elle, la voix brisée. Il se leva lentement, ramassant une des lettres. Ses mains tremblèrent de rage, de douleur, de trahison. « Maman » dit-il, sa voix dangereusement calme. « Qui est Chike Okonkwo » Elle s'appuya contre le cadre de la porte, ses jambes semblant sur le point de céder. « Mon fils ?»« Qui est Chike ?»« Okonkwo » répéta-t-il, chaque mot comme un coup de marteau. Les larmes coulèrent sur ses joues ridées. « Ton père. »« Mon père. »
David rit amèrement. Mon père qui est mort quand j'avais 2 ans, c'est ce que tu m'as dit, c'est ce que tu m'as fait croire toute ma vie. David, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Sa voix s'éleva, remplissant la petite pièce. M'expliquer que tu m'as menti pendant 35 ans? M'expliquer que mon père a essayé de me contacter et que tu l'as empêché? M'expliquer que j'ai vécu toute ma vie en pensant que j'étais orphelin de père, alors qu'il était à Lagos, vivant, respirant, me cherchant? Mama Nena s'effondra sur le sol, sanglotant. Je voulais te protéger, mon fils. Me protéger? David jeta la lettre sur le sol. Me protéger de quoi? De la vérité? D'avoir un père? De la douleur? Cria-t-elle, levant les yeux vers lui, son visage ruisselant de larmes. De la douleur de savoir que ton père nous a abandonnés, qu'il a choisi une autre femme, une autre famille, qu'il est parti parce que notre pauvreté lui faisait honte. Le silence tomba comme une pierre. David la regardait, la poitrine se soulevant rapidement. Alors tu as décidé pour moi. Tu as décidé que je ne méritais pas de savoir, que je ne méritais pas de choisir. Je t'ai élevé seule, sanglota-elle. J'ai porté ce fardeau seule. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains saignent. J'ai dormi affamé. J'ai prié dans l'obscurité. Tout pour que tu ne ressentes jamais la douleur que j'ai ressentie. David ferma les yeux, les poings serrés. Et tu penses que cela te donne le droit de me mentir, de voler mon droit de connaître mon propre père? Il ne méritait pas de te connaître, murmura-t-elle. Il ne méritait pas de voir l'homme que tu es devenu. Ce n'était pas ta décision à prendre, maman. Sa voix se brisa. Ce n'était pas ta décision. Il la contourna et sortit de la pièce. Mama Nena resta sur le sol, entourée des lettres éparpillées, ses sanglots résonnant dans la petite maison comme les échos d'une douleur trop longtemps enfermée. Dehors, le soleil brillait toujours, les oiseaux chantaient toujours. Le monde continuait comme si rien n'avait changé. Mais pour David Nena, tout venait de s'effondrer une fois de plus. Et cette fois, il ne savait pas s'il pourrait se reconstruire. David marcha pendant des heures. Ses pieds le portèrent à travers les sentiers rouges des Yamas, passant devant les huttes aux toits de chaume, les champs d'igname, les rivières peu profondes où les enfants jouaient. Mais il ne voyait rien. Son esprit était un tourbillon de colère, de douleur et de confusion. Toute sa vie avait été construite sur une fondation qu'il croyait solide. L'amour inconditionnel d'une mère qui l'avait élevé seule après la mort tragique de son père. C'était l'histoire qu'il avait racontée à tout le monde. L'histoire qui avait fait pleurer les journalistes. L'histoire qui avait inspiré des milliers de gens. Et c'était un mensonge. Il finit par s'asseoir au bord de la rivière, là où il avait l'habitude de venir enfant pour réfléchir. L'eau coulait doucement, claire et fraîche. Les rayons du soleil dansaient sur la surface comme des diamants liquides. Il ramassa une pierre et la jeta dans l'eau. Les cercles s'élargirent, perturbant le reflet parfait du ciel. « C'est beau, n'est-ce pas ?» David sursauta. Il se retourna et vit un vieil homme debout derrière lui, appuyé sur une canne. L'homme portait une chemise grise délavée et un pantalon brun. Son visage était creusé par le temps, ses cheveux presque entièrement blancs. Mais ses yeux étaient familiers, profonds, tristes et incroyablement semblables à ceux que David voyait chaque matin dans le miroir. « Qui êtes-vous » demanda David, même s'il connaissait déjà la réponse. Son cœur la connaissait avant même que son esprit ne l'accepte. Le vieil homme sourit faiblement. « Je crois que tu sais déjà qui je suis, mon fils. » David se leva lentement, ses poings se serrant. « Ne m'appelle pas ça. »« David, ne prononce pas mon nom. » Sa voix était froide, coupante comme un couteau. « Tu n'as pas le droit. Tu as abandonné ce droit il y a 33 ans. » Chike Okonkwo baissa la tête. « Je sais, tu as raison. J'ai abandonné ce droit, mais je suis quand même venu. »« Pourquoi ?» La voix de David tremblait maintenant, non de colère mais de douleur brute. « Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années ?» Chike s'appuya lourdement sur sa canne et s'assit lentement sur un rocher. Il tapota l'espace à côté de lui. « Assieds-toi avec moi. S'il te plaît. Je ne veux pas m'asseoir avec toi. Je veux que tu partes. David, je suis en train de mourir. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. David se figea. Chike continua, sa voix faible mais ferme. « Cancer du foie, stade 4. Les médecins me donnent peut-être 3 mois, peut-être moins. » Il leva les yeux vers son fils, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je ne veux pas mourir sans avoir demandé pardon. » David rit amèrement. « Le pardon. Tu veux le pardon. Après tout ce que tu as fait, après nous avoir abandonnés.
après avoir laissé maman porter du charbon jusqu'à ce que ses mains saignent, après m'avoir laissé grandir en pensant que j'étais sans père. Je sais que je ne le mérite pas. Tu as raison. Tu ne le mérites pas. David se retourna pour partir. Elle m'a demandé de partir. David s'arrêta. Chiquet se leva, sa voix se brisant. Ta mère, elle m'a dit de partir et de ne jamais revenir. Elle a dit que tu valais mieux que moi, qu'elle préférait t'élever seule plutôt que de te laisser connaître un père faible et lâche. David se retourna lentement. Tu mens. Je ne mens pas. Regarde. Chiquet sortit une vieille photo de sa poche. Une photo d'un jeune homme et d'une jeune femme, souriant, tenant un bébé entre eux. C'était nous. Toi, moi et ta mère. Tu avais 6 mois. Nous étions heureux. David prit la photo avec des mains tremblantes. Il regarda le jeune couple, si plein d'espoir, si plein d'amour. Et le bébé entre eux, souriant sans dents, innocent et inconscient des tempêtes à venir. Que s'est-il passé ? Murmura-t-il. Chick s'assit à nouveau, ses épaules s'affaissant. J'étais jeune, stupide, ambitieux. J'avais des rêves de Lagos, de richesse, de succès. Ta mère voulait rester à Esiama, élever notre famille dans la tradition. Nous nous disputions chaque nuit. Il ferma les yeux, perdu dans les souvenirs. Puis une opportunité s'est présentée. Un emploi à Lagos, un bon salaire. Je lui ai dit que je reviendrais, que j'économiserais de l'argent, que je construirais une maison pour nous. Elle a supplié de ne pas partir. Elle a dit qu'elle avait un mauvais pressentiment. Mais tu es quand même parti. Oui, je suis quand même parti. Sa voix était à peine un murmure. Et à Lagos, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Une femme de la ville, sophistiquée, belle. Elle ne sentait pas le charbon. Elle ne parlait pas Igbo. Elle me faisait me sentir comme un homme nouveau. David sentit la nausée monter dans sa gorge. J'ai écrit à ta mère. Je lui ai dit que je voulais divorcer, qu'il y avait quelqu'un d'autre, qu'elle et toi seriez mieux sans moi. Quelle noblesse de ta part, cracha David. Chick éleva les yeux, les larmes coulant maintenant librement. Elle ne m'a pas laissé finir la lettre. Elle est venue à Lagos. Elle a parcouru toute la distance avec toi sur son dos, un bébé de 2 ans. Elle m'a trouvé dans le bureau où je travaillais. Et là, devant tout le monde, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il s'arrêta, essuyant ses yeux. Elle a dit « Tchaik, si tu veux partir, pars, mais ne reviens jamais, ne cherche jamais notre fils, ne salis pas sa vie avec ton égoïsme. Je préfère qu'il pense que tu es mort et qu'il t'honore comme un héros plutôt qu'il sache que tu es vivant et qu'il te méprise comme un lâche. » Le silence tomba entre eux. L'eau continuait de couler. Les oiseaux continuaient de chanter. Mais le monde avait changé. « Elle t'a protégé, » murmura Chiquet. « Toute sa vie, elle t'a protégé. Pas seulement de la pauvreté, pas seulement de la faim, mais de moi, de la douleur de savoir que ton père t'avait choisi de ne pas te choisir. » David s'assit lourdement sur le rocher, la photo tremblant dans ses mains. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ? » Parce que ma nouvelle famille ne voulait plus de moi quand l'argent s'est tari, parce que mes autres enfants ne me parlent plus, parce que je suis seul, mourant, et que la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé était la femme que j'ai abandonnée et le fils que je n'ai jamais connu. Il regarda David, son visage ravagé par le regret. « Je ne demande pas ton amour, je ne demande même pas ton pardon, je demande juste 1 heure. 1 heure pour te dire que je regrette, pour te dire que chaque succès que j'ai eu signifiait rien parce que tu n'étais pas là pour le partager, pour te dire que tu es devenu l'homme que j'aurais dû être. » David ferma les yeux. Les larmes coulèrent sur ses joues. « Je ne sais pas quoi ressentir. J'ai passé toute ma vie à t'idéaliser, à imaginer l'homme que tu étais, à me dire que j'allais devenir comme toi. Et maintenant je découvre que tu n'étais qu'un homme ordinaire. Faible, égoïste, humain. » « Oui, » murmura Chiquet. « Je n'étais qu'un homme, pas un héros, pas un ange, juste un homme qui a fait le mauvais choix et qui a passé le reste de sa vie à le regretter. » Ils restèrent assis en silence pendant longtemps. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. L'eau de la rivière brillait comme de l'or liquide. Finalement, David parla, sa voix calme mais ferme. « Je ne peux pas te pardonner aujourd'hui. Je ne sais même pas si je pourrai un jour. Mais je vais faire quelque chose que tu n'as jamais fait. » « Quoi ?» demanda Chiquet, levant les yeux avec espoir. « Je vais écouter. Tu voulais 1 heure. Je te donne 1 heure.
Parle, dis-moi tout ce que tu as besoin de dire. Après ça, je déciderai si tu mérites une place dans ma vie ou si tu restes un étranger qui partage mon sang. Chike hocha la tête, essuyant ses larmes. Merci, mon fils. C'est plus que je ne mérite. Et là, au bord de la rivière, alors que le soleil se couchait sur Eziama, un père et son fils s'assirent ensemble pour la première fois en 33 ans. Un père racontant ses regrets, un fils écoutant avec un cœur partagé entre la colère et la compassion. Le temps passa, les ombres s'allongèrent, et quand Chike eut terminé, quand il eut versé chaque confession, chaque regret, chaque larme, David se leva. « C'est tout ce que tu voulais dire ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Chike, épuisé. « C'est tout. » David regarda le vieil homme, ce fantôme de son passé, cet étranger qui portait ses yeux. « Je ne peux pas te promettre le pardon, mais je peux te promettre ceci. Je ne te chasserai pas. Si tu veux rester à Eziama pour le temps qu'il te reste, tu peux rester, mais tu dois respecter ma mère. Tu ne lui causes plus de douleur. Tu ne lui demandes rien. Tu existes en périphérie, et si elle choisit de te parler, c'est son choix, pas le tien. » Chike se leva avec difficulté, s'appuyant sur sa canne. « Je comprends. Merci David, merci. » David hocha la tête et se retourna pour partir. Mais avant de disparaître dans les ombres du crépuscule, il s'arrêta et regarda en arrière. « Une dernière chose, dit-il. Maman avait raison. J'aurais mieux valu ne jamais te connaître que de connaître un homme qui n'avait pas le courage de rester. Mais maintenant que je te connais, je comprends quelque chose d'important. »« Quoi ?» demanda Chike. « Que le pardon n'est pas pour toi, c'est pour moi, pour que je puisse avancer sans porter ta lâcheté comme un fardeau. » David fit une pause. « Et peut-être, juste peut-être, avant que tu ne meures, je pourrais te regarder et voir non pas le père qui est parti, mais l'homme qui a eu assez de courage pour revenir. » Il disparut dans l'obscurité, laissant Chike seul au bord de la rivière, le cœur lourd de gratitude et de regrets mêlés. La nuit était tombée sur Eziama quand David rentra à la maison. La petite lampe à huile brillait dans la fenêtre, projetant une lueur chaude et dorée. Il pouvait voir la silhouette de sa mère assise à la table, immobile, attendant. Il entra. La porte grinça. Mama Nena leva les yeux, son visage marqué par les larmes, ses yeux rouges et gonflés. « Tu es rentré » murmura-t-elle. David ferma la porte derrière lui et resta debout, les bras croisés. « Je l'ai rencontré. » Elle ferma les yeux, une nouvelle vague de larmes coulant. « Je sais. Comment le sais-tu ? Parce que je l'ai vu au bord de la rivière, attendant, espérant. » Elle se leva lentement, ses mains tremblantes s'agrippant à la table. « David, laisse-moi t'expliquer. » « Il m'a déjà expliqué, » dit David, sa voix neutre. « Il m'a dit que tu l'avais chassé, que tu lui avais dit de ne jamais revenir, que tu avais choisi de me mentir pour me protéger. »« Oui, » dit-elle, la voix montant avec passion. « Oui, je l'ai chassé, parce qu'il ne méritait pas d'être ton père. Il t'a regardé un bébé de 2 ans et il a choisi une autre femme, une autre vie. Et tu voulais que je te laisse grandir en sachant ça ?»« Je voulais la vérité, » cria David, « même si elle faisait mal. Même si elle était laide, c'était ma vérité, maman, pas la tienne. » Mama Nena s'effondra sur sa chaise, sanglotant. « Je voulais juste que tu grandisses fort, fier, sans honte, sans la douleur que j'ai ressentie. » David s'approcha et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Ses mains qui avaient porté le charbon. Ses mains qu'il avait nourries, vêtues, bénies. « Maman, » dit-il doucement, sa voix se brisant. « Tu m'as donné tant de choses. Tu m'as donné l'amour. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné la vie elle-même. Mais tu ne peux pas décider de ma douleur pour moi. Tu ne peux pas porter mes fardeaux à ma place. » Elle le regarda à travers ses larmes. « Tu es fâché contre moi. »« Oui, » admit-il, « je suis fâché, je suis blessé, je suis confus, mais je suis aussi ici, parce que tu es ma mère, et l'amour d'une mère ne peut pas être effacé par un mensonge, aussi grand soit-il. » Elle toucha son visage, ses doigts tremblants traçant les contours de ses traits. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas encore, » répondit-il honnêtement. « Il dit qu'il est en train de mourir. Il demande le pardon. » Mama Nena ferma les yeux. « Et tu le crois ? » ?»« Je ne sais pas, mais je vais découvrir. » Il se leva. « Il va rester à Eziama pour le temps qu'il lui reste. Je lui ai dit qu'il pouvait, mais il ne t'approchera pas à moins que tu ne le veuilles. » Elle resta silencieuse pendant un long moment,
Puis, d'une voix si douce qu'elle était presque inaudible, elle murmura « Il y a 33 ans, je l'ai chassé pour te protéger. Aujourd'hui, si tu veux le connaître, je ne m'y opposerai pas, parce que tu n'es plus mon bébé. Tu es un homme, et les hommes doivent faire leur propre choix. » David hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement. « Merci maman. » Elle se leva et le serra dans ses bras, fort, comme si elle ne voulait jamais le lâcher. « Je t'aime, mon fils, même si tu es en colère contre moi, même si tu ne me pardonnes jamais. Je t'aimerai toujours. Je sais, maman, murmura-t-il contre son épaule. Je sais. » Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. David resta éveillé, fixant le plafond, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles dans le vent. Maman Néna resta éveillée, priant à voix basse, demandant à Dieu de guider son fils à travers cette nouvelle tempête. Et quelque part dans le village, dans une petite hutte qu'un villageois compatissant avait prêtée à Chiquet, un père mourant fixait la même lune, se demandant si le temps et le pardon pourraient guérir les blessures qu'il avait causées. La lune brillait, témoin silencieux des cœurs brisés et de la lente, douloureuse possibilité de guérison. 3 jours passèrent, David évitait Chiquet, mais il ne pouvait pas éviter ses pensées. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage du vieil homme. Chaque fois qu'il regardait dans le miroir, il voyait les yeux de son père le regardant en retour. Le 4e jour, un messager arriva de Lagos. Un jeune homme en costume, tenant une enveloppe épaisse scellée avec de la cire rouge. « Monsieur David Néna ?» demanda-t-il. « C'est moi. J'ai été envoyé par Barrister Adeyemi de Lagos. Il m'a demandé de vous remettre ceci personnellement. » Il tendit l'enveloppe. David la prit, fronçant les sourcils. « De quoi s'agit-il ?»« Je ne sais pas, monsieur. Mes instructions étaient simplement de livrer et d'attendre votre réponse. » David ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre sur du papier à en-tête officielle et une autre enveloppe plus petite, scellée avec le nom de David, écrit dessus d'une écriture familière. L'écriture d'Amara. Son cœur s'arrêta. Il lut d'abord la lettre de l'avocat. « Cher monsieur Néna, je représente Madame Amara Obi, anciennement Madame Amara Néna. Ma cliente m'a demandé de vous transmettre la lettre ci-jointe et de vous informer des développements suivants. 1. Elle a signé tous les papiers de divorce sans contester. 2. Elle a renoncé à toute revendication sur Gracemont Holdings et vos biens. 3. Elle a quitté Lagos et est retournée dans sa ville natale d'Enugu. 4. Elle demande votre pardon et espère que vous lirez sa lettre. Cordialement, Barrister Adeyemi. » David prit la plus petite enveloppe avec des mains tremblantes. Il la regarda pendant un long moment avant de finalement la déchirer. L'écriture d'Amara était aussi élégante que toujours, mais tremblante par endroits, tachée par ce qui ressemblait à des larmes séchées. « David, je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je dois écrire ces mots, même s'ils ne changent rien. J'étais un monstre, pas parce que j'ai jeté ta mère dehors sous la pluie, bien que cet acte seul me hante chaque nuit, mais parce que je t'ai épousé pour les mauvaises raisons. Je ne t'ai jamais aimé, David. J'ai aimé ta richesse, ton pouvoir, la façon dont les gens nous regardaient. J'ai aimé l'idée d'être la femme d'un milliardaire plus que j'ai jamais aimé l'homme lui-même. Et ta mère, cette femme humble, gentille, qui m'a accueilli avec un cœur ouvert. Je l'ai traitée comme un fardeau, comme une honte, parce qu'elle me rappelait d'où tu venais. Et je voulais oublier que tu n'étais pas né dans la richesse, que ton succès était construit sur ces sacrifices, pas sur un privilège. La nuit où tu es revenu et que tu m'as confronté, quand j'ai vu la douleur dans tes yeux, j'ai réalisé quelque chose. J'avais tout ce que je pensais vouloir et j'avais perdu la seule chose qui comptait, mon humanité. Après le divorce, tout s'est effondré. Les amis qui m'adulaient ont disparu. Les marques qui voulaient que je sois leur ambassadrice m'ont abandonné. Les médias qui me célébraient m'ont détruite. En 6 mois, je suis passé de la reine de Lagos à une paria. Je suis retourné à Enugu, chez ma vieille tante. Elle m'a accueilli sans jugement, juste avec amour. Et c'est là, dans sa petite maison, en l'aidant à cuisiner, à nettoyer, à vivre simplement, que j'ai enfin compris ce que ta mère avait toujours su. Que l'amour n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu donnes. Que la richesse n'est pas dans ton compte en banque, mais dans ton cœur. Que le respect ne se gagne pas avec des vêtements de créateur, mais avec des actes de bonté. Je ne te demande pas de me pardonner, je ne le mérite pas. Mais je te demande de dire à ta mère que je regrette, que si je pouvais revenir en arrière,
je me mettrais à genoux et laverais ses pieds, que je passerais le reste de ma vie à essayer d'être une meilleure personne, même si je ne peux jamais réparer le mal que j'ai fait. Tu m'as appris, David, que certaines leçons ne peuvent être apprises que dans la douleur, et j'ai appris la mienne. Que Dieu te bénisse, toi et ta mère. Vous méritez toute la paix du monde. Amara. David plia lentement la lettre, les larmes brouillant sa vision. Il regarda par la fenêtre, vers les champs d'igname dorés, sous le soleil matinal. « Monsieur » demanda le messager. « Y a-t-il une réponse » David se tourna vers lui. « Oui, dis à Barrister Adeyemi de transmettre ce message à Amara. »« Oui, monsieur » David prit une profonde respiration. « Dis-lui que le pardon n'efface pas la douleur, mais qu'il libère celui qui pardonne. Dis-lui qu'elle est pardonnée, et dis-lui que ma mère prie pour elle. » Le messager hocha la tête et partit. David resta à la fenêtre, tenant la lettre contre sa poitrine. Maman Nena entra dans la pièce. « C'était quoi ?»« Amara, » répondit David doucement. « Elle demande pardon. » Sa mère resta silencieuse pendant un moment, puis elle murmura « Et qu'as-tu répondu ?»« Que nous la pardonnons. » Maman Nena hocha la tête, une larme coulant sur sa joue. « Tu es un homme bon, mon fils, meilleur que moi, parce que, dans mon cœur, je lutte encore avec ma propre colère contre ton père. » David se tourna vers elle. « Alors peut-être qu'il est temps que nous apprenions tous les deux, que nous pardonnions tous les deux, que nous choisissions tous les deux la paix plutôt que la colère. » Elle le regarda, ses yeux brillants de larmes et de fierté mêlée. « Penses-tu que nous pouvons ?»« Je ne sais pas, maman, admit-il, mais je pense que nous devons essayer. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, David marcha vers la petite hutte où Chiqué restait. Il frappa doucement à la porte. « Entrez !» vint la voix faible. David entra. Chiqué était allongé sur un matelas mince, plus émacié qu'avant, son visage gris de douleur. « Tu vas bien ?» demanda David, surpris par sa propre inquiétude. Chiqué sourit faiblement. « Non, mais je suis vivant. Et tant que je suis vivant, il y a de l'espoir. » David s'assit sur une chaise en bois près du lit. « J'ai quelque chose à te dire. »« Je t'écoute, mon fils. Ne m'appelle pas ça encore. Je ne suis pas prêt. » David fit une pause. « Mais je veux essayer. Je veux apprendre à te connaître. Pas comme le père que j'ai perdu, mais comme l'homme que tu es. Et peut-être, si Dieu le veut, je pourrai un jour te regarder et voir non pas seulement tes erreurs, mais aussi ton humanité. » Les larmes coulèrent sur le visage de Chic. « C'est plus que je ne mérite. »« Oui, ça l'est, » acquiesça David. « Mais le pardon ne se mérite pas. C'est un don, et je choisis de te le donner. Pas pour toi, pour moi, pour que je puisse avancer sans porter le poids de la colère. » Chiqué tendit une main tremblante. David la regarda pendant un long moment. Puis, lentement, il la prit. Elle était froide, fragile, mais elle était réelle. « Merci, » murmura Chiqué. « Merci, David. » Ils restèrent assis en silence, main dans main, père et fils réunis non pas par le sang seul, mais par le choix difficile, douloureux et courageux de pardonner. Et dehors, la nuit tombait sur Eziama, douce et paisible, témoin silencieux du début de la guérison. Les semaines suivantes furent étranges et tendues. David rendait visite à Chiqué chaque jour, d'abord seulement pour quelques minutes, puis pour des heures. Il parlait de petites choses. Le temps, le village, les souvenirs d'enfance de Chiqué à Eziama avant qu'il ne parte pour Lagos. Lentement, douloureusement, il construisait quelque chose de nouveau. Pas une relation père-fils traditionnelle, mais quelque chose d'autre. Une connexion fragile, basée sur l'honnêteté et le désir mutuel de guérison. Maman Nena restait à distance. Elle ne rendait pas visite à Chiqué, mais elle ne s'y opposait pas non plus quand David allait le voir. Elle faisait ses tâches quotidiennes, préparait les repas, priait à l'église du village. Mais David voyait la douleur dans ses yeux, la lutte interne entre l'ancienne colère et le nouveau désir de paix. Un après-midi, David lui dit doucement « Maman, il ne te reste peut-être plus beaucoup de temps avec lui. » Elle ne leva pas les yeux de son raccommodage. « Je sais. Si tu ne lui parles pas maintenant, si tu ne trouves pas la paix avec lui, tu le regretteras quand il sera parti. » Ses mains s'arrêtèrent. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle murmura « J'ai peur. » « De quoi ? Que si je le vois, que si je lui parle, toute la colère que j'ai enterrée pendant 33 ans jaillira. Et je ne veux pas mourir en colère, David. Je ne veux pas que mon dernier souvenir de lui soit de la haine. » David s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Alors,
Ne meurs pas en colère. Choisis le pardon, pas pour lui, pour toi, pour que tu puisses vivre tes dernières années en paix. Elle le regarda, les larmes coulant. C'est si difficile. David se retrouva. Il comprit enfin que toutes les tempêtes passent, toutes les pertes s'estompent, mais l'amour d'une mère est comme une source souterraine. Il coule silencieusement, sans fin, ininterrompu. N'attendez pas que la pluie tombe pour vous souvenir du vieux toit. N'attendez pas que votre mère soit partie pour réaliser à quel point votre cœur peut se sentir vide. Cette nuit-là, à Asiamama, tout était calme et lumineux. La lune brillait sur la petite maison où deux silhouettes étaient assises ensemble, témoins silencieux de la renaissance de l'amour, de la gratitude et de la conviction que la bonté existe encore dans ce monde. Aucune gloire ne vaut la peine d'être obtenue si votre cœur se refroidit envers celle qui vous a donné la vie. Ne laissez jamais votre mère pleurer dans la maison qu'elle vous a aidé à construire. Chérissez vos parents tant que vous le pouvez, pour le jour où vous rentrerez enfin à la maison. Il ne restera peut-être plus que le bruit du vent qui passe à travers une porte vide. Partagez cette vidéo si vous croyez que l'amour d'une mère est le plus grand miracle sur terre et commentez ci-dessous. Je t'aime maman pour diffuser ce message de gratitude et d'amour aux quatre coins du monde. D'où regardez-vous cette vidéo? Lagos, Accra, Nairobi, Johannesburg, New York, Toronto, Londres. Partagez votre emplacement. Ainsi, l'Arme du continent pourra voir d'où vient votre cœur. Abonnez-vous à l'Arme du continent pour ne jamais manquer une histoire qui touche l'âme, où chaque larme est un moment d'éveil et chaque fin apporte une leçon sur l'humanité, la gratitude et le pouvoir de l'amour. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, car quelque part, un enfant a peut-être besoin qu'on lui rappelle qu'aucun succès n'est assez grand pour valoir le sourire de sa mère.